Chers collègues, je prends la parole aujourd'hui pour parler de l'interpellation numéro 5 proposée par le sénateur Harder, demandant à attirer l'attention du Sénat sur le rôle et le mandat de la GRC, les compétences et les capacités requises pour qu'elle puisse remplir son rôle et son mandat et la façon dont elle devrait être organisée et dotée en ressources au 21e siècle. J'aimerais d'abord aborder la proposition spécifique du sénateur Harder et ensuite faire quelques commentaires sur ce à quoi nous sommes confrontés aujourd'hui en tant que pays en ce qui concerne les forces policières. Tout d'abord, en ce qui concerne l'interpellation du sénateur Harder, son champ d'application est extrêmement large si on considère tous les éléments, les questions qu'il soulève, comprenant le rôle de la GRC, le mandat de la GRC, les compétences et les capacités requises pour remplir le rôle de la GRC, les compétences et les capacités requises pour remplir le mandat de la GRC, comment la GRC devrait être organisée au 21e siècle et comment le service devrait être financé au 21e siècle. Si on examine le champ d'application, on constate qu'il concerne non seulement le rôle fédéral de la GRC, mais aussi son rôle dans 8 provinces et 3 territoires. Nous devons nous rappeler que dans le domaine de la police fédérale, la GRC est responsable de toutes les forces, toute l'application de la loi des lois fédérales ordinaires, de la lutte contre la drogue, la répression du trafic d'armes, l'arrestation de fugitifs, la protection de la gouverneure générale et du premier ministre, ainsi que d'autres fonctionnaires et diplomates à risque pour la police des propriétés de la région de la capitale nationale, pour le contre-espionnage, la contre-subversion et le contre-terrorisme, rôle qu'il remplit en collaboration avec le SCRS. Ensuite, nous avons le mandat distinct de la GRC qui est sur le maintien, qui est sur l'application de la loi dans 8 des 10 provinces du Canada, dans de nombreuses municipalités de ces provinces, dans les 3 territoires du Canada. Lorsque nous examinons le rôle de la GRC, le mandat de la GRC, en plus des autres questions soulevées par le sénateur Harder, il s'agit d'un domaine extrêmement vaste. Tous ces domaines touchent aux multiples complexités du travail policier. Elles impliquent également d'importantes questions relatives à l'appareil gouvernemental qui nécessiteraient probablement des années de travail pour les comprendre et les résoudre. Je comprends qu'il soit tentant de tirer des conclusions rapides, dont l'une est que le mandat de la GRC est trop large. Le sénateur Harder est d'ailleurs déjà parvenu à cette conclusion. À cet égard, je me réfère aux remarques du sénateur Harder en 2021 lorsqu'il a déclaré, et je cite, « Le mandat de la GRC est tout simplement trop vaste et trop axé sur un rôle de police provinciale qui n'est plus approprié pour une organisation fédérale d'une importance capitale. Elle est trop grande pour réussir. » Pour mon ami le sénateur Harder, une conclusion s'impose donc déjà. Je ne sais pas si c'est ce qu'était son intention, mais à la lecture de ces mots, on peut supposer qu'il est déjà arrivé à la conclusion que la GRC doit être divisée. C'est peut-être ce que préconise le sénateur Harder, mais nous ne devons pas nous faire d'illusions quant à la complexité d'une telle démarche, car il est probable que 8 provinces et 3 territoires auront leur propre point de vue. Je sais que certaines provinces, comme l'Alberta, envisagent de créer une police provinciale. De tels corps policiers existent déjà en Ontario, au Québec et, dans une moindre mesure, à Terre-Neuve et Labrador. Mais ce qui peut fonctionner pour certaines provinces peut ne pas fonctionner pour d'autres. Le sénateur Harder avait raison lorsqu'il a déclaré dans ses remarques que de nombreux Canadiens, en particulier dans l'ouest du pays, considèrent la GRC comme un symbole très apprécié d'une approche mesurée et responsable du maintien de l'ordre dans leur communauté. Je peux certainement le confirmer par expérience personnelle. Dans les régions rurales du Manitoba, nous avons tous grandi avec la GRC,
qui, d'après mon expérience, a toujours fourni un service exemplaire. Je pense également que de nombreuses provinces ne s'empresseraient pas de créer de toutes pièces de nouvelles forces policières provinciales. La création de nouveaux services policiers provinciaux peuvent entraîner des coûts de transition considérables. La dette du Canada est aujourd'hui sans précédent. Franchement, je dirais qu'aujourd'hui, les coûts supplémentaires liés à la création éventuelle de nouveaux services policiers provinciaux ne sont pas ceux que nous voulons assumer. À cet égard, je pense que nous devrions être prudents avant de conclure que dans tous les domaines et dans toutes les provinces, la GRC est, comme l'a dit le sénateur Harder, trop grande pour réussir. À mon avis, cela met la charrue avant les bœufs, car il existe de nombreux domaines de la police que nous devons d'abord bien comprendre avant d'arriver à une conclusion aussi définitive. Je pense que lorsque les Canadiens examinent la question plus large de la police au Canada, ils souhaitent que de nombreuses questions soient abordées avant de conclure que c'est l'organisation actuelle de la GRC qui est à l'origine du problème. Je voudrais simplement mettre en lumière certaines questions relatives aux services policiers que nous devrions examiner avant d'accepter une telle conclusion. Tout d'abord, nous avons un problème très grave au Canada aujourd'hui en ce qui concerne la contrebande d'armes à feu destinée aux organisations criminelles. Il est évident que le problème de la contrebande d'armes à feu est à l'origine d'une grande partie de la violence dans nos centres urbains. Nous constatons également un problème croissant qui concerne la fabrication d'armes imprimées en 3D. J'ai récemment rencontré des agents policiers qui sont très inquiets de la croissance du problème des armes imprimées. En ce qui concerne la contrebande d'armes, le chef adjoint de la police de Toronto, Myron Demkew, a récemment déclaré devant la Chambre des communes qu'environ 86 % des armes saisies pour des crimes étaient des armes introduites en contrebande au Canada. Mais nous n'en entendons pas beaucoup parler. Ce qu'on entend du gouvernement actuellement, c'est qu'il veut s'en prendre à des détenteurs d'armes légitimes, sportifs et collectionneurs, des gens qui détiennent des armes depuis des décennies. Nombreux sont ceux qui pensent que si on s'en prend aux tireurs sportifs et aux collectionneurs au Québec et en Ontario, certains des crimes à Toronto et dans d'autres grandes villes seront réduits. C'est une approche qui ne tient pas compte du fait que la contrebande des armes à feu par les gangs et par les fabricateurs d'armes imprimées sont au cœur ou à la racine du problème. Je pense qu'il aurait été plus utile si l'interpellation du sénateur Harder s'était penchée sur ce problème précis, un problème qui touche réellement les Canadiens. C'est un problème qui touche particulièrement les Canadiens qui vivent dans nos centres, dans nos grandes villes. Ce problème touche beaucoup les Canadiens qui vivent dans des communautés vulnérables, des gens qui font face au fléau des crimes, des gangs et des crimes commis par des armes à feu. Il faut se pencher sur la question suivante. Quelles sont les ressources dont dispose la GRC pour mettre fin à la contrebande d'armes à feu à la frontière canado-américaine? Comment la GRC est-elle organisée pour faire face à ce problème? Serait-il logique de donner ce mandat à une agence précise, par exemple les agences qui existent aux États-Unis pour ce qui est de la contrebande à la frontière? Ce genre d'étude est absolument nécessaire et nous permettrait de nous attaquer à un vrai problème en pleine croissance. Chers collègues, nous devons tenir compte du fait que les Canadiens font face à un très grand problème lié aux armes à feu. Trop souvent, en cette Chambre, nous vivons dans notre bulle. L'idéologie prévaut et nous ne voyons pas clairement ce qui se passe à l'extérieur de cet édifice. La CBC a récemment publié des données de Statistique Canada montrant que les crimes violents au Canada ont augmenté d'environ 30 % depuis 2015.
l'année où le gouvernement actuel est arrivé au pouvoir. Selon Statistique Canada, 2 millions de crimes ont eu lieu en 2021. 788 homicides en 2021. Une augmentation de 29 par rapport à 2020. Près de la moitié des quelques 300 homicides par arme à feu perpétrés au Canada ont été signalés par la police comme étant liés aux gangs. Dans ma province du Manitoba, on notait le deuxième taux d'homicide le plus élevé au pays. Je crois que davantage de Canadiens sont préoccupés par accroître l'efficacité de la GRC pour lutter contre les crimes dans nos rues plutôt que par la restructuration de la GRC, parce que certains sénateurs auraient conclu que la GRC est trop grande pour pouvoir réussir. Si vous demandez aux Manitobains quelle est leur plus grande préoccupation en ce qui a trait à la GRC, je doute qu'ils vous diraient il faut absolument supprimer la GRC et créer des polices provinciales. Ce que les Manitobains veulent, c'est qu'on s'attaque au problème de la criminalité et que tous les services de police puissent avoir les ressources dont ils ont gravement besoin. Dans une de mes récentes réunions avec un officier de police, on m'a dit à quel point les crimes avaient explosé à Winnipeg en raison de l'utilisation des drogues et les dépendances aux drogues. Ces jours-ci, les policiers de Winnipeg ne sont pas en mesure de répondre efficacement aux crimes liés à la propriété puisqu'ils sont trop occupés avec les crimes violents et les crimes liés aux drogues. C'est en partie lié aux lois laxistes et au système de justice aux portes tournantes. Il y a des sénateurs dans cette Chambre qui ne sont pas d'accord, mais les preuves sont très claires. Le National Post a récemment publié un reportage qui montre que le gouvernement, que le soi-disant approvisionnement plus sûr du gouvernement en drogue alimente une nouvelle crise des opioïdes. Dans cette étude, on a interrogé 20 experts en soins de santé et révèle qu'une grande partie de cet approvisionnement plus sécuritaire, que les médicaments, en fait, sont distribués dans le cadre de programmes financés par le gouvernement puis vendus à un prix très élevé sur le marché noir pour financer l'achat continu de fentanyl. Le fentanyl, comme vous le savez, a tué plus de 35 000 personnes depuis 2016. C'est un nombre ahurissant qui rivalise avec la plupart des zones de guerre dans le monde. Même si on préfère ne pas le voir, le problème persiste. Au cours des dernières décennies, les communautés du Canada ont été inondées par des opioïdes bon marché. Un médecin dans l'étude a déclaré ceci. Je rencontre des gens dans mon bureau qui achètent de grandes quantités et qui l'envoient ensuite à la Saskatchewan, au Manitoba, aux États-Unis, où la valeur est bien plus élevée. Cette drogue a mené à une explosion des crimes liés aux drogues. Les personnes qui commettent la plupart des délits viennent souvent d'un même groupe de criminels. Michael Wentworth, criminologue à l'Université de Winnipeg, a analysé le problème et estime que les délinquants à risque élevé ne constituent que 10 à 15 % de l'ensemble des délinquants. Ils sont néanmoins à l'origine de 50 à 70 % des délits. Il a récemment indiqué, je cite, une plus petite proportion de récidivistes et de gens violents continuent à commettre des infractions violentes. La connaissance de ce problème est largement répandue. Un article de la CBC faisait état de ce problème croissant de délinquants prolifiques au pays. Les délinquants prolifiques, ce sont des personnes qui commettent un très grand pourcentage des crimes. Ces personnes
commettent parfois des dizaines, voire des centaines de crimes, et pourtant, ces personnes continuent à recevoir des peines très courtes en raison du système actuel. Il s'agit d'un problème en croissance partout au pays. L'année dernière, le BC Urban Mayors Caucus, qui regroupe les maires de 13 municipalités qui représentent la moitié de la population de la province, ont écrit des lettres au premier ministre des provinces demandant des mesures contre les délinquants prolifiques. Mais les provinces ne peuvent pas tout faire. Ce dont nous avons besoin, ce sont des lois fédérales et un gouvernement fédéral qui souhaite réellement s'attaquer au problème. Nous avons aussi besoin de tribunaux de juges qui veulent mettre les communautés et les droits des citoyens en premier, plutôt que ceux des délinquants au risque et prolifiques. Le droit des Canadiens d'être en sécurité à la maison dans leur communauté devrait être plus important que les droits des délinquants à se circuler sur nos rues. Ce que les Manitobains veulent, c'est que nos lois soient efficaces afin que les policiers puissent s'attaquer à la croissance des crimes et aux gangs criminels qui sont à l'origine de ces crimes et qui tirent profit de la situation. Un sondage de 2019 mené par Pro Research a conclu que le plus grand problème des communautés dans la province du Manitoba, c'était le problème de la criminalité. 39% des Manitobains ont indiqué que c'était là leur plus grand problème dans la collectivité. Le problème des drogues avait en deuxième position 20%. 4 ans plus tard, ces préoccupations des Manitobains ont explosé. Cela ne veut pas dire que le mandat ou l'organisation de la GRC ne devrait pas faire partie d'un grand débat sur les services policiers. Toutefois, je crois qu'il est essentiel que nous examinions la question que lorsque nous examinons la question du maintien de l'ordre au Canada, nous devons d'abord nous pencher sur les problèmes réels, concrets dans la rue auxquels font face les services policiers au Canada. Et l'un de ces vrais problèmes auxquels la GRC fait face, tout comme d'autres services de police, c'est la pénurie d'agents de première ligne. C'est un problème, c'est très certainement un problème dans ma province. Et c'est pourquoi le ministre de la Justice du Manitoba, Kelvin Goertzen, a récemment tenu une réunion urgente avec le ministre fédéral, M. Mendicino. Cette demande de réunion visait à aborder la question du taux de vacances au sein de la GRC. Brian Sauvé, président de la Fédération nationale de la police, qui représente les agents de la GRC, a souligné que le recrutement est devenu un réel problème, non seulement pour la GRC, mais pour tous les services de police au pays. La pénurie de policiers mène à une charge de travail insoutenable et des agents qui sont épuisés. Tout cela a des effets très négatifs sur la sécurité dans les communautés. Et ce problème n'est pas propre au Manitoba. Un taux de vacances de 20 a récemment été enregistré pour l'effectif autorisé de la GRC, qui est d'environ 7100 personnes ou agents en Colombie-Britannique. Ce problème n'est pas propre à la GRC non plus. Les détachements de la police provinciale de l'Ontario souffrent également de manque de personnel et en 2020, plus de 1200 postes de première ligne étaient vacants, soit environ 26 de l'ensemble des postes de première ligne. Il s'agit de grandes lacunes opérationnelles. Pourquoi est-ce que ce grand problème n'est-il pas abordé? Pourquoi le gouvernement du Canada insiste sur l'abrogation des peines minimales obligatoires alors que la criminalité augmente dans nos communautés? Voilà des questions que le Sénat devrait examiner. Pour ce qui est des postes vacants à la GRC, les cadets de la force sont recrutés dans des cohortes de formation appelées troupes et chacune d'entre elles comprennent généralement 32 cadets. Entre 30 et 50 troupes devraient être formées par année.
Cela permettrait d'ajouter de 800 à 1200 nouveaux agents chaque année. Nous disposons de statistiques pour la GRC en 2018-2019, à titre d'exemple. Il y a eu plus de 8000 demandes de candidature pour se joindre à la force. Alors, au cours d'une seule année, il y a eu environ 8 fois plus de demandes que de postes. Alors, si c'est le cas, pourquoi le nombre de recrues ne suit-il pas apparemment le nombre de candidatures? Pourquoi est-ce que cela représente un défi? Est-ce que nous formons suffisamment d'agents pour remplacer ceux qui partent, tout simplement? Et si ce n'est pas le cas, pourquoi? Il s'agit de questions très précises qui devraient être étudiées par une étude du Sénat. Nous savons qu'il y a une liste d'attente très longue, un temps d'attente très long. Certains candidats doivent attendre 1 an, 2 ans, voire 3 ans après avoir soumis leur demande. Pourquoi l'attente est-elle si longue? Pourquoi ces problèmes de recrutement? S'agit-il d'un problème de capacité de formation au dépôt de la GRC? Pourquoi ces obstacles sont-ils si lourds? Est-ce que le recrutement de la GRC s'est-il à ce point éloigné du mérite et de la satisfaction des besoins opérationnels? Il ne semble pas y avoir de pénurie de candidatures issues des nombreuses communautés démographiques du Canada. Nous savons que sur 8000 candidatures en 2018-2019, 1476 candidats se sont identifiés comme des candidats issus des minorités visibles. 357 candidats se sont identifiés comme autochtones. 1489 étaient des femmes. Et pourtant, il y a de grandes pénuries de personnel au sein de la GRC. Pourquoi? Les Canadiens comprendraient immédiatement l'importance de se pencher sur ces questions, de trouver des solutions. Chers collègues, il nous faut se rappeler les grands dangers auxquels font face nos policiers chaque jour lorsqu'ils se rendent au travail. Lorsque le constable Gregoris Perchella, je suis désolée si je ne prononce pas bien son nom, donc un agent de la PPO qui a été assassiné juste après Noël l'année dernière. Il s'agissait du 5e policier à être assassiné au Canada à l'automne 2022. Puis, nous avons eu la terrible nouvelle du décès des agents Travis Jordan et Brett Ryan du service de police d'Edmonton. En avril, le sergent Maureen Brault de la Sûreté du Québec a été assassinée alors qu'elle répondait à un appel. Et maintenant, nous apprenons la mort tragique d'un autre agent de la PPO, le sergent Eric Mueller, de Bourget, en Ontario, tout juste à l'est d'Ottawa. 2 autres agents ont été blessés. Il s'agit d'une situation terrible et sans précédent. J'adresse mes condoléances à la famille et aux amis du sergent Eric Mueller, d'autant plus que le cortège funèbre et les services ont eu lieu plus tôt aujourd'hui même. Sachez que nos pensées, nos prières vous accompagnent, ainsi que celles de tous les agents de la PPO et des membres de la communauté de l'Est de l'Ontario qui, en fait, pleurent la perte d'un homme dévoué. En 2021, seuls 2 policiers ont été assassinés au Canada. Mais au cours des derniers mois seulement, 9 agents ont été assassinés et un autre agent de la GRC, l'agent Arvinder Singh Dhami, est décédé dans une collision alors qu'il répondait à un appel. L'augmentation de la violence issue des crimes au Canada, la surcharge de travail des agents de première ligne, ainsi que les attaques plus importantes auxquelles font face nos policiers devraient nous inquiéter. Détrompez-vous. Je félicite le sénateur Harder pour ses préoccupations. Toutefois, je crois qu'il serait plus productif de nous focaliser sur les problèmes immédiats
liées aux services policiers au Canada. Ensuite, s'il faut se pencher sur la structure, en fait, après, nous pourrons nous pencher sur la structure des services policiers, mais il faut d'abord se pencher sur les vrais problèmes auxquels font face les Canadiens actuellement, chaque journée de la semaine. Merci, chers collègues.